C'est l'heure de faire le point sur les JO Paris 2024. Je suis ravie d'accueillir à nouveau Dominique Yang et Franz Régul, les responsables cybersécurité des JO Paris 2024. Bonjour à tous les deux. Bonjour Leslie. Bonjour Leslie. Alors, je n'ai entendu que des bonnes choses sur la manière dont la cybersécurité des Jeux a été gérée et je tiens déjà à vous féliciter. Bravo pour tout ce travail, mais je suis un peu curieuse d'avoir les coulisses de tout ce travail justement, d'avoir votre retour d'expérience. Alors, comment s'est passé réellement votre été ? Gros été, en fait, ça a été très très dense jusqu'avant les Jeux. Les gens ne réalisent pas forcément, mais évidemment, ce sont les dernières semaines où on se prépare le plus, où il y a le plus de travail. Et les dernières semaines avant les Jeux, c'est aussi la période où on a eu l'incident avec un célèbre sous-traitant de Microsoft, mais également des attaques de type déstabilisation et influence dans toute la France. On se souviendra d'actions autour de la situation en Palestine, mais également de l'attaque contre la SNCF le jour même de la cérémonie. Donc, grosse ambiance durant les dernières semaines de préparation des Jeux et pas mal d'activités encore pendant les Jeux aussi. Dominique, un petit résumé de ton été ? Un été passionnant. Alors les jeux étaient vraiment incroyables, spectaculaires, populaires, véritablement comme on les avait dessinés un petit peu dans nos têtes à chacun, et même au-delà en fait. Mais effectivement intense. Beaucoup d'activités. Fort heureusement, et quelque part, c'était un petit peu aussi le fruit de notre travail collectivement à tous. Tout s'est bien passé, pas de gros accros, zéro incident majeur impactant en fait la bonne opération des jeux. Donc ça, c'était vraiment un bel achievement, un gros succès pour nous, mais pas de tout repos. Pas de tout repos, en tout cas au début. Un peu plus de repos, on va dire, sur la fin, mais intense. Et justement, on va reparler un petit peu de ce qui s'est passé pendant les Jeux. Tu me dis zéro incident. Je pense que vous avez eu quand même un petit peu de travail. Est-ce que vous avez un petit retour à ce sujet, un petit bilan à dresser ? La préparation à payer. En fait, le gros travail collectif qui a été fait évidemment par le comité d'organisation, mais également par toute notre chaîne d'approvisionnement, nos partenaires et par l'écosystème qu'on mobilisait depuis des mois au travers de l'ANSSI, au travers de différentes initiatives, ça a payé. Et donc, en fait, on s'est trouvé dans une situation extrêmement confortable après des mois et des mois de travail où la fenêtre de tir très étroite qu'avaient les hackers pour attaquer nos systèmes, pour nous compromettre, on l'a protégé durant cette fenêtre de tir et lorsque les cérémonies, les compétitions ont vraiment commencé, ils en étaient réduits à faire des actions de reconnaissance, de surveillance de nos activités, mais ils n'avaient pas été en mesure de prendre pied dans nos systèmes. Donc on a des signes forts qu'on a été pris pour cible, mais on a su les garder à la porte. En chiffres clés, moi j'ai 548 événements de cybersécurité qui ont été signalés. Comment ils ont été gérés ? 548, c'est le compte pendant les 2 quinzaines olympiques et paralympiques qui ont été signalés auprès de l'ANSSI. Et alors, le bilan est très bien rédigé. La plupart de ces événements-là, de ces incidents, sont finalement sans grandes conséquences. Et qu'il y a un faible pourcentage finalement de ces 548 événements signalés qui ont véritablement donné lieu à une compromission, ou en tout cas à une activité en direct des équipes de défense, que ce soit avec un support de l'ANSSI ou non. Parce que voilà, il y avait une action de compromission avérée où il y avait un attaquant qui était actif sur les systèmes. On a pris un peu le contre-pied de ça, c'est qu'on voulait pas forcément faire du quantitatif ou en tout cas aller dans le sensationnalisme pour donner des chiffres beaucoup plus grands et à chaque Olympiade. Exactement, on a tous le souvenir des 4,4 milliards de cyberattaques pendant Tokyo. Et en fait, on voulait plutôt communiquer sur un discours beaucoup plus qualitatif pour expliquer finalement qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres-là. Et donc, s'il faut donner des chiffres, effectivement, 4,4 milliards, c'est Tokyo, mais pour Paris, si on donne le chiffre brut, c'est 55 milliards sur les 2 quinzaines. Le but n'est pas de dire qu'on a fait mieux, on a fait plus de choses, on a plus sécurisé, ou on a été plus attaqué. Le point, c'est juste de dire que la technologie avance, on va délivrer beaucoup plus de services technologiques, et donc du coup, en conséquence, on va mettre en face beaucoup plus de technologies de sécurisation, de protection. Ces technologies-là, on les met en interconnexion et donc du coup, il y a beaucoup de technologies sur lesquelles on va générer du log et on va en fait générer ces événements de sécurité. Parce que c'est ce que c'est. 55 milliards, ce sont des événements de sécurité. Ouais, Dominique est très modeste parce qu'en fait, sur les 548 attaques relevées par l'ANSSI, il y en a 2 qui touchent à notre écosystème proche, donc des opérateurs impliqués dans la livraison des jeux. Et ils sont tapés dans les 2 cas sur des systèmes qu'on avait identifiés préalablement dans les analyses de risque, enfin que l'équipe de Dominique avait préalablement identifiés et qui avaient été séparés de nos propres systèmes
informations. Donc, on avait fait cet arbitrage de se dire, ils sont potentiellement vulnérables, on les utilise pas ou ils ne sont pas critiques pour la livraison des jeux, donc on les sépare. Ça illustre bien comment le travail a permis de limiter ou d'éliminer les impacts du cyber-risque sur les opérations olympiques. Et voilà, pour compléter ce que disait Dominique, en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on trouve un petit peu plus intéressant de mentionner, c'est qu'on a eu quelque chose comme 17 000 traitements automatiques et remédiations automatiques d'alerte. Ça, c'est la façon dont nos systèmes ont opéré en autonomie. Et ça a donné lieu à un petit peu plus de 2000 tickets qui ont nécessité une investigation humaine. Donc, notre été, en fait, au-delà du contexte, au-delà du stress, c'est traiter un peu plus de 2000 incidents de cybersécurité, enfin un petit peu plus de 2000 tickets de cybersécurité. Et justement, est-ce que dans les 2000 tickets, il y en a un ou deux qui vous ont un petit peu fait transpirer cet été ? Plus qu'un événement en particulier, il y a véritablement un moment clé qui nous a tous collectivement fait transpirer dans l'équipe, c'est le 26 juillet 2024, le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On savait, c'était quelque chose de complètement innovant. En France, une cérémonie d'ouverture en dehors du stade olympique, le long de la Seine, 6 km de parade, 12 tableaux artistiques, 8 équipes de production du show différents, quelque chose comme 200 bateaux le long de la Seine. C'est du jamais vu. Et d'un point de vue technologique, c'est du jamais vu non plus. Que ce soit pour un show ou pour une compétition, on n'a jamais mis autant d'éléments différents et surtout mouvants, avec des technologies du coup où il fallait effectivement avoir un smartphone qui filmait sur chacun de ces bateaux, des caméras un peu partout, et en plus, la fameuse pluie. Qui n'arrangeait pas les choses, il fallait faire avec. Le jour de la cérémonie d'ouverture, on était tous les deux en shift avec Franz en opération, donc moi dans la journée et Franz qui prenait la relève durant l'après-midi. Si on fait un peu le récit un petit peu de cette journée, ça commence assez mal, avec un réveil très brutal où en fait il y a eu finalement le sabotage des lignes de TGV de la SNCF le matin même. Alors moi je me réveille à 6h du matin, 5h45, et je commence à voir les news et je commence avec ça la journée. Et donc là, on arrive et effectivement, l'idée c'est de commencer à prendre le téléphone, comprendre est-ce qu'il s'agit ici d'un incident d'origine cyber ou non. L'histoire montrera que, a priori non, mais cet acte de sabotage était ciblé sur le fait de rendre les jeux inaccessibles. Et la grande question, c'était de savoir notamment, est-ce qu'il y avait un acte de sabotage aussi envers les infrastructures télécoms ? Parce qu'il faut savoir effectivement qu'il y a des lignes d'opérateurs télécoms qui longent les lignes ferroviaires. Donc on commence avec ça, on reçoit pas mal de coups de fil aussi pour des différents partenaires qui veulent comprendre est-ce que c'est cyber, c'est pas cyber, donc on commence la journée avec ça. Et on fait des health checks, donc en gros avec tous les différents partenaires technologiques et nos différents fournisseurs clés le jour de la cérémonie d'ouverture, prendre la température, donc comprendre si à des moments clés de la journée, le matin, le midi, en plein milieu d'après-midi et juste avant la cérémonie, s'il y a des premiers signaux faibles qui se présentent. En particulier, on concentre beaucoup nos efforts avec tous les fournisseurs qui ont un rôle très opérationnel pour la cérémonie d'ouverture. Et donc on commence les premiers points et tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Et à mesure qu'on avance dans la journée, les signaux faibles s'accumulent et ça se transforme en incident. En fait, y a quelqu'un qui nous appelle et qui nous dit « là, il s'est passé ça à cet endroit ». Il y en a un autre qui nous appelle et dit « là, il s'est passé ça à un autre endroit ». Et là, c'est là où on comprend effectivement que 1 an et demi de préparation, c'est pas trop. Pour justement garder son calme, garder une certaine forme de sérénité pour se dire ok, on est confiant, on va prendre les choses un par un et en fait on va attribuer les différents éléments aux équipes et on va regarder à chaque fois est-ce qu'on est directement impacté ou non, est-ce qu'on sait faire autrement ou pas. Et au final il y a eu énormément de choses cette journée du 26 juillet. Donc on n'était pas trop... Je pense qu'elle est gravée dans ta mémoire. Ouais. Il y a plein d'images qui me viennent en tête à ce moment-là. Je ne peux pas tout dire. Mais ce qui est très marquant en termes de nature d'incident, c'est qu'il y avait pas mal de points en fait, qui étaient véritablement sur la barrière cyber-physique. C'est-à-dire qu'en fait, des éléments qui sont plutôt de nature cyber, qui ont un impact directement sur le terrain. Et on avait la chance, nous, d'avoir déployé des membres de l'équipe sur le terrain le long des 6 km de Seine. Et c'est là où c'était assez clé l'organisation de dire il se passe ça, est-ce que vous pouvez aller vérifier ceci directement sur site. Et donc à chaque fois on a réussi à gérer tous ces événements. Et au final tout s'est bien passé pour la suite. Oui, en fait, c'est ça. À un moment donné, dans le courant de la soirée, il faut se rendre à l'évidence. Tous les checks sont satisfaisants. Le show se passe à merveille. Et il semble qu'on ait gagné à ce moment-là. Donc ça a été vers le coup de 21h30, 22h qu'on a vraiment commencé à se dire ça y est, en fait, cette fois-ci, c'est la bonne.
Donc ça a donné pour la suite le tempo de la quinzaine olympique, puis de la quinzaine paralympique. Beaucoup de petits incidents, beaucoup d'alertes, toujours avec ce brouillard de guerre en fait qui règne autour des opérations cyber, c'est-à-dire qu'au moment où on nous notifie d'une anomalie, on ne sait pas encore si c'est un vrai positif, si c'est un faux positif, si c'est un acte de malveillance ou un rayonnement cosmique. Et ça aura été ce qui nous aura suivi durant vraiment toute la quinzaine, mais sans jamais aucun impact opérationnel, parce que la plupart des problèmes qu'avaient rencontrés nos prédécesseurs, on en a tenu compte, on les a anticipés, et on a un certain nombre d'incidents aussi dont on sait qu'ils n'ont pas eu lieu parce que des contrôles avaient été mis en place, parce qu'on avait une flying squad qui était déployée sur site et qui anticipait les problèmes, parce qu'on avait mis en place tous les contrôles qui s'imposaient. Donc ça a été en effet un gros moment, et moi par exemple, au milieu de la soirée, je me suis dit ça y est, c'est bon, on l'a fait, et donc je suis allé au petit matin me coucher pendant 2 heures. Puis ensuite, je suis allé chez le coiffeur pour me faire une jolie teinture verte fluo pour célébrer notre succès. Mais on la voit plus là, qu'est-ce qui est... C'est coulé quelques semaines, ma chère. Magnifique, j'aime beaucoup cette histoire. Est-ce qu'on sait finalement ce qui s'est passé justement ce 26 juillet? Est-ce que vous savez qui essayait de nous attaquer? C'était quoi comme type d'attaque finalement? Alors, on n'a pas encore la réponse à cette question. On l'attend avec beaucoup d'intérêt. Nous, notre travail, c'est la cybersécurité. C'était vraiment de protéger les jeux. C'était pas de pointer du doigt, d'attribuer ou même de compter les attaques. Nous, notre interprétation, et tu complètes Dominique, c'est que les attaquants essaient de nous prendre pour cible nous. On a un certain nombre de signes qui nous indiquent que des acteurs, y compris des APT numérotés, des APT pluriels numérotés, se sont intéressés à nos activités. Le plus probable, c'est que après avoir trouvé porte close, ils ont élargi leurs efforts sur des acteurs de plus en plus éloignés des jeux, avec de moins en moins de temps pour passer à l'action. Et c'est sans doute la raison. On a pu voir des attaques contre la Réunion des musées nationaux ou contre quelques autres acteurs qui commençaient à avoir des liens très lointains avec les jeux, mais que dans un contexte de propagande, on pouvait rapprocher des jeux. Au-delà des attaques qui auraient pu cibler l'organisation des jeux en tant que telle, il y a toute une forme de cybercriminalité et de bruit ambiant à ce niveau-là qui ne s'est pas calmé, on va dire, durant l'été. Profiter un petit peu justement de tout l'engouement qu'il y a eu autour des jeux pour de redoubler d'activité au niveau des cybercriminels. La leçon principale, c'est on était prêts. Ça, c'est le bilan. Ouais. On était prêts et c'est une formidable satisfaction professionnelle parce que ça a été souligné par Vincent Strubel lors des dernières assises. C'est rare que dans le domaine de la cybersécurité, on puisse dire cette fois-ci, on a gagné. Au-delà de ça, moi, la grande leçon que je retiens, c'est l'importance de l'humain dans tout ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'on a utilisé des super technologies. Il n'y avait aucun doute là-dessus. On s'est vraiment posé les bonnes questions sur les outils à utiliser. Mais in fine, ce qui a fait, ça a été rappelé par Dominique, 18 mois de pure préparation, ce qui a fait qu'on a été prêt pour le jour J, c'est que on s'est entouré des bonnes personnes et on a beaucoup travaillé pour créer les conditions du succès. On a fait bouger les lignes avec toute l'équipe, avec nos partenaires. Et en fait, la cohésion des 3 squads qui se succédaient durant les opérations était vraiment impressionnante et le résultat est là. Et c'est du jamais vu. De mon expérience personnelle, c'est du jamais vu. L'humain, hyper important. La résilience collective, en fait, qui se prépare pendant ces plus d'1 an et demi. On faisait le bilan en équipe il n'y a pas si longtemps. Et moi, j'ai un autre directeur technologique qui mentionnait du coup une phrase qui fait beaucoup écho vis-à-vis de ça. Pour moi, c'est le fait de se dire, faut pas vouloir arrêter la pluie, quoi. En fait, faut faire avec. Et donc, ouais, c'est ça, mais il faut s'adapter et donc du coup, en s'adaptant, on atteint une certaine forme de résilience. Franz le mentionne assez régulièrement. Avant les jeux, typiquement, on nous posait beaucoup la question quelle est la pire des choses qui peut arriver? Et du coup, Franz, toi, ta réponse c'était que mon job, c'est pas de spéculer sur le pire qui puisse nous arriver, c'est de gérer du risque. Gérer du risque, et notamment, la pire des choses qui peut arriver, c'est la pluie. La pluie le 26 juillet. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Mais au final, cette pluie a fait partie de l'histoire. Ça a donné des images incroyables. Alors le show a dû être adapté, etc. etc. Mais c'était un petit peu aussi, je pense, une belle analogie par rapport à tout ce qui s'est passé en coulisses, de se dire, il faut s'adapter. Et peu importe ce qui se passe, même si c'est le pire des contextes, le pire des événements qui se matérialisent, en fait, on travaille autour et on fait en sorte que ça fonctionne de la meilleure manière
peut potentiellement se faire. Ça, on l'a anticipé, on s'est préparé à ça. Et après, en fait, on l'a vu, on l'a vécu. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. C'est vraiment se préparer à s'adapter. Ouais. Pour gérer le risque et ces situations. Mais franchement, bravo à vous. Est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu reposé sur nos lauriers après les JO ? J'ai l'impression qu'il y a plein d'entreprises qui auraient bien besoin de vous aujourd'hui. On a entendu parler de beaucoup de cyberattaques dans la presse. Il y a eu beaucoup de fuites de données, notamment. Comment est-ce qu'on interprète cette évolution juste après les JO ? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on se soit endormi sur nos lauriers. Nous, on n'a pas d'éléments, on n'a pas d'informations, là encore, très poussées. Moi, ma réflexion, c'est qu'il y a eu quand même énormément de campagnes de phishing durant l'été autour du thème des jeux, sur un sujet qui est porteur. À chaque fois qu'on a testé sur un sujet autour des jeux, chez nous, chez nos partenaires, ça a marché. Voilà. Et donc, moi, mon intuition me suggère qu'il y a pas mal de credentials qui ont pu fuiter dans le courant de l'été et leur exploitation demande un petit peu de temps. Et c'est peut-être ce qu'on voit aujourd'hui. Je me dis également qu'un certain nombre d'acteurs se sont structurés, organisés pour opérer en France. En apprenant tout simplement à parler français et à attaquer en français, entre guillemets, et que c'est sans doute également une des choses que l'on voit aujourd'hui, c'est la volonté d'amortir un certain savoir-faire. Ouais, c'était un petit peu le message qu'on essayait de faire passer avant les JO, de dire attention, ne baissez pas votre attention après, parce que tout ce que les attaquants vont faire pendant les JO peut aussi avoir des répercussions après. Bien sûr, et puis c'est une réussite collective, c'est-à-dire que les jeux se sont bien passés, mais collectivement, l'écosystème a été très fort. L'ANSSI a fait beaucoup de travail pour mobiliser en particulier les administrations, mais également de nombreuses entreprises. Et nous, on a également plusieurs témoignages de partenaires qui nous ont dit, grâce au jeu, on a réussi à concrétiser des chantiers qui étaient importants pour nous. Et voilà, il n'y a plus qu'à espérer que maintenant on continue à construire là-dessus, parce que ce serait vraiment dommage de céder ces belles victoires. Comment ça se passe la vie depuis la fin des JO pour vous ? Alors, depuis la fin des Jeux, on a entamé un nouveau chapitre, c'est le chapitre de la dissolution. Les dernières semaines, on s'est attelé à décommissionner les différents systèmes, faire en sorte d'archiver les données et de les transférer à qui de droit. Et un bon bout de travail également sur tout ce qui est transfert de connaissances, pour nous assurer qu'en fait, toute cette expérience-là, ces 3-4 années écoulées, en fait, les savoirs qu'on a pu acquérir au niveau du contexte spécifique dans le cadre des Jeux, en fait, on puisse partager ceci à nos successeurs, donc que ce soit Milano Cortina en 2026 ou Los Angeles en 2028. Ça, c'est les principales activités. Et effectivement, en termes de niveau d'accaparement, on est à un niveau beaucoup plus faible qu'avant ou pendant les Jeux. On transpire moins. Ouais, et puis ça a été aussi très très riche en émotions, c'est-à-dire que ça a été, il y a eu beaucoup de ces dernières semaines. Il y a eu le dernier shift au Technology Operations Center, il y a eu le dernier jour au sein de notre QG historique à Saint-Denis, il y a eu les derniers jours avec différents membres de l'équipe, et donc voilà, on a vécu, c'est aussi ça, vivre une expérience humaine ensemble, c'est traverser ces moments très émouvants. Donc là, ça sera bientôt à notre tour, à chacun. Mais ça a été au cœur de nos activités. Et puis, pour nous aider aussi un petit peu, on a été très sollicité durant le mois d'octobre, à l'occasion du mois européen de la cybersécurité, où beaucoup d'acteurs nous ont fait l'amitié de nous solliciter pour discuter, pour partager avec eux cette expérience. Et sans en dévoiler trop, quelle est la suite pour vous après cette belle aventure, puisque les Jeux sont terminés? On a besoin de vous. Je pense que beaucoup d'entreprises, d'organisations ont besoin de vous pour leur cybersécurité. Est-ce que vous savez déjà vers où vous allez vous diriger? Alors, pour ma part, je sais où je pars en vacances. Ah, ça, c'est pas mal déjà. Un bon break après ces 3 années d'acharnement à la sécurisation des Jeux. Et ensuite, ce sera une nouvelle aventure pour 2025. De belles vacances également pour moi. Et par contre, je commencerai en janvier prochain sur une toute nouvelle aventure. Plus rien à voir avec l'événementiel sportif, mais un beau défi sur lequel je communiquerai sans doute dans les prochaines semaines. On va suivre ça de près. En tout cas, félicitations vraiment à vous deux et à vos équipes pour cette belle réussite qui a été la cybersécurité des Jeux de Paris 2024. Merci d'être venu sur le podcast pour partager votre retour d'expérience. C'est très gentil. Merci Leslie. Merci Leslie.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.